Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Guillaume Brun. Alors, lui, c'est un gars particulier. Il a déjà souffert d'une maladie qui s'approche de la fibromyalgie. En tout cas, bref, il l'explique dans la vidéo. Et puis, il a fait des recherches pour voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour s'aider. C'est un gars qui est physicien de carrière. Bref, là, il ne fait plus, mais bref, il était là-dedans avant. Alors, il explique plein de trucs intéressants. Il faut être tranquille, écouter ça correctement, puis c'est un bon vidéo. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon podcast avec Guillaume Brun. Alors, on a notre invité avec nous aujourd'hui. Il s'appelle Guillaume Brun. Alors, Guillaume, lui, il va nous parler des affaires assez spéciales. On va commencer par le rencontrer. Alors, Guillaume, comment tu vas aujourd'hui, toi? Salut Gilles, je te remercie pour ton invitation. Merci. Et Dis-moi, comme je te disais, pardon. oui, je t'écoute. Je veux savoir comment tu vas, toi, Guillaume. Eh ben, je te disais, on s'est parlé la dernière fois le 18 janvier. On avait Oui. convenu pour le début avril. Mhm. Donc, je vois que tu as un bon teint et moi aussi j'ai bronzé. Donc, on va dire que ça va. Ouais, ben moi, je triche un peu. Je suis rouge parce que je prends des médicaments qui me rougissent la peau. Fait que, Ah oui? ouais, c'est ça. Bah Des- écoute, j'ai des pilules pour un cancer de la prostate. Fait que c'est ça qui fait que ça fait des effets secondaires. Ça augmente l'appétit et ça fait des rougeurs, la fatigue. Fatigue, rougeur, puis l'appétit. Fait que toutes des affaires qui font pas un bon ménage avec la sclérose en plaques, tu sais, d'augmenter l'appétit. Moi, je contrôlais assez bien ça avant. Puis là, mhm. présentement, un petit peu plus de misère, je fais attention. Là, je fais très attention. En tout cas, bref, c'est pas de moi qu'on va parler aujourd'hui, on parle de Guillaume. OK? Guillaume, toi, premièrement, tu es un gars, moi, tu t'es présenté comme un chercheur ou quelqu'un, en tout cas, qui travaille. Euh, T'es pas un chercheur renommé, là, si je comprends bien. Alors, explique-nous, c'est quoi que tu fais? Bien, premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Parce que je pense que tu avais eu une maladie quelconque qui t'a poussé à faire des recherches. Alors en fait, j'ai 40 ans. À 27, 28 ans, j'ai eu comme un syndrome de fatigue chronique, des insomnies. J'ai dû quitter mon emploi, etc. J'étais en errance médicale plus ou moins. Et les gens pensaient à une dépression, etc. Tu sais, le genre de discussion qu'on peut avoir au début. Et puis, il y a eu des douleurs diffuses, des neuroinflammations et vraiment des céphalées terribles qui pouvaient durer des heures et des heures, oui. Et ça a duré jusqu'à mes 38 ans. Et ça a Enfin, débuté à quel âge? Dans vingtaine, t'as dit au début? Dis-moi le je te début, demande ça a commencé à quel âge? vers 28 ans. OK, fait que tu as fait une dizaine d'années avec des problèmes. Puis Oui, ça, mais j'ai pas été dans le circuit neurologie, hein. J'ai consulté deux neurologues rapidement. Ils étaient pas vraiment, ils ont pas distingué des symptômes caractéristiques et du coup j'étais en errance. Et j'ai pas insisté, si tu veux. Je suis pas, OK. je suis passé dans un scanner. J'ai jamais pris de traitement antidouleur, des choses comme ça. Je me suis accroché, hein. C'est vrai que c'était un peu bizarre. J'avais pas beaucoup de monde à qui en parler. Du coup, je gérais ça un peu au jour le jour, en fait, C'est bizarrement. drôle que tu dis ça parce que dans les gens qui ont la sclérose en plaques, il y en a qui ont souvent des histoires semblables, genre on cherche c'est quoi qu'on a, il y a plein de trucs bizarres qui se passent, puis on se questionne c'est quoi qui arrive. Puis c'est sûr que souvent les proches veulent te rassurer en disant oh, ben, tu travailles trop, tu fais trop ça, tu devrais te reposer. Mais tu sais, nous autres, on sait qu'on ressent quelque chose, mais c'est pas visible. Fait que quand c'est pas visible, les gens ils ont bien de la misère à comprendre. Si tu veux, j'ai compris que j'étais plus ou moins dans le spectre de la fibromyalgie. Et puis en tapant vite fait sur Google, j'ai compris que la fibromyalgie était plus ou moins une impasse, d'autant plus vis-à-vis des organismes français quant à la reconnaissance. Du coup, j'ai quitté l'écran et j'ai fait, bon, on s'accroche, quoi. OK. Fait que là, ça t'a amené, toi, à faire tes propres recherches par rapport à ce que tu vivais. Alors, parle-nous de ça, de tes recherches que tu as fait. Alors, pour la sclérose en plaques, tu as envie d'en parler, c'est normal. Et ça fait finalement que depuis l'été dernier que je m'y intéresse, parce qu'à travers mes recherches, j'ai vu des connexions, si tu veux.
J'ai vu des doubles diagnostics chez des gens, etc. Et c'est vrai que donc il faut dire que je me sens mieux depuis 2 ans. C'est ça aussi que les gens doivent comprendre, c'est que euh, je suis tombé sur les recherches sur le cerveau limbique et sur le fait de débloquer ce système qui serait en hypervigilance. Ça dont on va parler plus tard. OK. Du coup, je parle pas de guérison, je parle de rétablissement parce que je pense, et c'est ce qu'on va essayer d'identifier à travers les documents que je vais te montrer, savoir est-ce qu'il y a un profil des gens qui sont sur une ligne de crête. Voilà. Pour la sclérose en plaques, c'est une pathologie très sévère auquel je pensais pas m'intéresser. Et finalement, quand tu regardes le syndrome de la fatigue chronique, fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique est relié à ce qu'on appelle autrement encéphalomyélie myalgique, pardon. Euh, et ça, c'est bien documenté et c'est toujours le même endroit qui est concerné, le système nerveux central. Donc, c'est le centre des émotions, c'est le centre des sensations, c'est vraiment le point central de tout ce qui euh, entre en toi, sort de toi, on va dire, c'est ce qui gère les flux, les influx. Donc, pardon, Gilles, ta question à l'origine, c'était quoi? Je me suis perdu. C'est pas grave. Je suis habitué de faire affaire avec des gens qui c'est grave. OK. Ben, écoute, on disait que, on parlait de ce que tu faisais. C'est Oui. quoi les recherches qui t'a amené à faire des recherches? Puis, ça t'a amené à quel résultat, hein, en réalité? Ça, on parle de recherches que tu faisais personnellement pour toi au début, j'imagine. Puis après ça, tu as vu la possibilité de le propager à d'autres gens. En tout cas, les informer, comme tu dis, on a dit au début, tu n'es pas un docteur, tu n'es pas un docteur. Voilà. Voilà. Je suis physicien de formation. OK. J'aurais dû commencer par ça Ouais, aussi. Et j'ai eu une très courte carrière finalement. ouais. Mais j'ai des bases pour ce qui est de la photonique, à savoir la Excuse, science de la lumière. peux-tu t'arrêter 2 secondes? Est-ce que tu es arrêté de travailler? Est-ce que tu été, t'es-tu en mode arrêt de travail long terme? C'est quoi que c'est? Non, j'ai fait une rupture de contrat quand j'avais 28 ans. J'ai senti OK. que j'arrivais plus. Je OK. pensais me reposer, me reconvertir. J'avais tout un carnet d'adresses. J'avais pas de quoi me soucier de la chose. Mais ça s'est dégradé avec le temps, oui. Mon dernier emploi, ça a été en 2014 dans un collège comme pion. J'ai fait les profs de maths en suppléant. Mais tu sais, j'arrivais pas 2, 3 mois ici, 2, 3 mois par là. Est-ce que ça fait dur autant qu'ici, au Québec? Nous autres, on a beaucoup de misère avec les écoles, avec les professeurs, on manque de professeurs. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive chez vous aussi? Ah oui, tu peux brancher les actus françaises, c'est en ce moment. Ils en parlent encore. OK. Fait que Il c'est y a pas. même eu il y a même eu un drame pour tout te dire. Il faut même pas en parler. Ah ouais. Ouais. Fait que ça va C'est pas. horrible. Ça Si va vous pas. êtes sensible, ça Ça sert à rien va- d'y aller parce qu'on a battu des records là encore. Ah ouais, t'es-tu sérieux? Fait que ça va pas mieux chez vous que chez nous, autrement dit. Non, non, je faisais référence à un fait divers sordide. Ah ouais. Ouais. Mais on va passer. OK. Fait que là, Euh, encore avec tes recherches, mais ça t'a amené à quoi, pis ça? Alors, en fait, il y a eu un double basculement. Donc, non seulement j'ai ces recherches américaines sur le cerveau des gens qui se forcent à avoir des émotions positives, qui dansent, qui chantent, qui font tout pour débloquer leur état d'hypervigilance en sourdine, hein, parce qu'on va en parler, il y a plusieurs étages en fait dans le corps. Hein. Euh, et en fait, 2 mois après, je suis tombé de manière fortuite sur la thèse d'un autre physicien qui parlait des lumières. Et c'est lui qui m'a mis sur la piste. Et lui, c'est Mhm. pas un chercheur, figure-toi. C'était un particulier, un ingénieur qui était directeur d'une usine de pâte à papier. Voilà. OK. Mais bon, il a réinterprété, si tu veux, une étude qui portait sur l'autisme où les vrais chercheurs en Amérique avaient établi que les enfants autistes percevaient des mouvements 2 fois plus rapides que ce que pouvait percevoir la population moyenne. À partir de là, il opère une bascule et il dit, est-ce que ce ne serait pas les éclairages artificiels
qui perturberait le système nerveux central par-delà. OK. Donc, la thèse, ce serait, il y aurait une frange de la population qui serait plus susceptible aux éclairages. Sinon, tout le monde aurait la sclérose en plaques ou je sais pas quoi. Ah, c'est Et ça. c'est là où j'interviens. C'est là où j'interviens à savoir comment caractériser une population. Donc, moi, j'ai un background de physicien. Je modélise et je dis, voilà, on prend les données et on regarde ce qui ressort. Et si tu veux, je te montrerai les anomalies statistiques, Hmm. d'où ça part. Ça m'amène à une question, par exemple, là. Ça roule pendant que tu parles. Puis, est-ce que tu as eu la chance ou t'as-tu parlé de ça avec un neurologue ou tu n'as jamais parlé de ça, de tes recherches, qu'est-ce que ça t'a donné? Ou tout simplement, ça fonctionne, puis tu te dis, bon, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis plutôt isolé, j'aurais tendance à m'en plaindre, oui, OK. mais j'ai convaincu parmi les meilleurs, au téléphone, de manière informelle. Je OK. vais pas dire les noms parce que ça se fait pas dans le milieu scientifique, Non. mais j'ai appelé par exemple un neurologue célèbre en France qui a été mandaté par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, pour présider un rapport d'expertise au nom de l'État de France, etc. Je l'ai eu au téléphone 20 minutes. Il m'a dit c'est sympa qu'il y ait des jeunes qui prennent la relève. J'ai eu le directeur de recherche CNRS, lui je peux te dire son nom, c'est un personnage public pour le coup, il me connaît. Le docteur Jean-Marc Sabatier en France, qui est lui c'est neurophysiopathologie. Et Mhm. j'en parle dans mon entretien. Je reviens, je renverrai les gens vers ces entretiens à lui aussi. C'est très intéressant. Euh, oui, oui. Et les chercheurs, si tu veux, ils n'ont pas d'objection. Souvent, en fait, j'ai l'impression que le peu que je sais sur les maladies chroniques neurologiques, les chercheurs ne le savent pas. Et réciproquement, le foie, la rate, les reins, c'est pas, enfin. Je vois à peu près, mais tu, tu vas être déçu si tu commences à aller dans les détails. Par contre, les histoires de statistiques, tu vas le voir juste après, les ratios hommes-femmes, les ratios de droitier, la prévalence de la sclérose en plaques selon le pays et donc la latitude sur le globe terrestre. Ça, c'est clair. Quand j'appelle par exemple les centres de ressources CEP, c'est-à-dire les centres où tu vas faire ton diagnostic, tu as ton suivi, etc., j'ai des secrétaires, j'ai des kinés pour la pardon. Ah, les exercices de réhabilitation, j'ai pas le Ouais. mot. Souvent, il y a un docteur et tout, etc. Mais je n'arrive pas à avoir les docteurs. Et bien souvent, et c'est pareil pour l'autisme dans les CRA autisme, oui, les centres de ressources et de compétences, pardon. OK. Euh, les gens tombent des nues, me disent, ah, on ne savait pas, et tout, etc. OK. Manque de communication, en fait, hein. Et le docteur Sabatier se plaint de la même chose, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'expertise partout. Les gens étudient une protéine dans tel type de cellule sur le modèle animal en plus, tu vois. Et il y a tellement de publications, etc. Donc je pense que c'est plus un problème de surinformation que du fait que moi je sois doué plus que les autres. Bon, quand tu parles d'éclairage, là, OK, on va parler un langage ordinaire des gens ordinaires. On parle-tu d'éclairage des lumières dans la maison? On parle-tu de néon? On parle-tu de la télévision? On parle-tu des ordis, des tablettes, des téléphones? C'est quoi qui dérange notre cerveau, selon toi? Alors, je pense que la plupart, enfin, tous les êtres humains sont sensibles à ce que j'appellerais un flash, hein. On a un réflexe d'éblouissement. Hmm. La question est de savoir si on a bien réussi à intégrer ce réflexe ou pas lorsqu'on était très jeune, je pense. Et là, tu m'amènes dans des détails. Donc, je vais revenir sur ta question plus basique. Ah, Je pense qu'il y a deux problèmes connexes. Il y a un problème avec les fournisseurs d'électricité qui te délivrent un courant alternatif. Et ça, les fabricants d'ampoules, etc., euh, partent du principe qu'on va travailler sur du courant alternatif, ils s'adaptent à la chose et fabriquent soit ce que tu avais dans les années 70-80, les ampoules avec le filament mhm. cassé. Ensuite, tu as les lampes fluocompactes
dite basse consommation dans les années 90, et ensuite tu as vu arriver les LED dans les années 2000-2010. Ouais. Ces ampoules ne marchent pas de la même façon. Les physiciens qui les fabriquent, comme moi, ne passent pas leur temps à parler dans les couloirs avec les biologistes. Et je pense que c'est là le problème. Néanmoins, il y a des études qui existent. Elles sont rares, mais elles existent. Et je pourrais te fournir une bibliographie. Il y a des gens qui se sont posé la question dans les années 70 quand ils ont vu arriver les néons dans les hôpitaux et les écoles. À mon avis, il y a quand même des gens qui ont réfléchi à ça, OK. au problème que ça pouvait poser. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des sources lumineuses qui scintillent 50 fois. Vous êtes en 60 Hertz au Québec. Donc, 120 fois par seconde, si on veut être précis. Hein. Le courant, il fait 60 fois par seconde, ça. Donc, deux scintillements, un en haut et un en bas, mais ça revient au même. Donc, tu as un effet jour-nuit qui pourrait parasiter. Hein. Imagine, Gilles, je rentre chez toi, je commence à jouer avec l'interrupteur, tac, 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 tu vas me dire arrête. En gros, si j'ai raison, il y a une partie de notre vision qui arriverait à capter ce sentiment-là. Toi, tu peux pas le voir avec ta vision centrale et tout. Ton cerveau, il fait l'effort de te lisser en quelque sorte ta réalité. Mais il y a une lutte interne entre ta vision limbique qui part directement vers ton tronc cérébral et ta vision principale, on va dire, qui part vers ton cortex visuel derrière. Oui. Tu as une voie réflexe, tu veux, et une voie un peu plus sophistiquée et travaillée. Et quand tu es bébé, tu as d'abord la voie réflexe, comme une voie reptilienne, si tu veux. Elle est en noir et blanc, très contrastée. Et elle est là OK. pour, par exemple, s'il y a quelqu'un qui passe derrière toi, tout de suite, tu as un réflexe. Tu sais pas ce que c'est, mais tu sais qu'il y a quelque chose derrière toi. C'est Mhm. cette question de survie, on va dire, qui est suractivée, je pense, et qui fausse l'homéostasie, l'équilibre dans le corps. C'est surtout pratique en voiture, hein, de pouvoir avoir les réflexes des voitures qui arrivent de côté ou quelque chose. La seule affaire qu'on n'a pas le temps de voir arriver, c'est une bicycle à gaz qui arrive à peu près à 200 km/h au lieu de 100 km/h sur l'autoroute. Fait que Ça fait peur, ça fait peur. ça fait peur, oui. Ben, comment tu peux pas faire un saut quand la vitesse est trop grande pour le voir arriver? Fait que tu te dis, s'il fallait que j'arrête de tasser au même moment, je tuais cette personne-là. C'est- Je trouve qu'ils prennent des risques. En tout cas, je sais bien qu'on est dans un autre sujet, là, mais tu sais, c'est. J'ai J'ai posé la question aux gens qui souffrent de manière générale, non, sur un forum, le forum de Karine Day. Je leur demande si je vous dis que vous allez voyager dans un autobus et que vous allez prendre les places euh, où vous allez vous trouver dans le sens inverse de la marche. Donc Mhm. avec, Oh, voilà. elles me disent non. Elles me disent ça depuis très longtemps, je peux pas le faire. OK. Elle m'a dit je vais rester debout dans l'autobus, je m'assierai pas comme tu m'as dit. Ça me donnait des vertiges. Donc, les études qui parlent du sentiment parlent de vertige, parlent de nausée, asthénie, difficulté de concentration, etc. Donc, tu m'as dit, c'est quoi le problème? Donc, il y a le problème des ampoules avec, chez nous en France, EDF, qui nous fournit le courant en 50 Hertz. On branche nos ampoules. Sur le paquet, il n'y a pas écrit le taux de scintillement. Hein, il n'y a pas de norme par rapport à ça gouvernementale de mise sur le marché, je veux dire. Il y a un institut quelque part en Amérique, mais c'est plus ou moins privé. Et voilà, ils sont là comme d'autres instituts. Euh, et tu as le problème, tu as dit des écrans, les tablettes, et les Ouais. iPhones et compagnie. Là, pour moi, je pense que le problème se situe au niveau du montage pour ce qui est des émissions et des films. Je suis en train de te parler là. Les gens, ils voient deux personnages qui parlent et c'est pas comme si je surgissais comme ça. Hein. Tout ce Mhm. qui surgit de l'écran, le cerveau l'interprète comme un danger qui surgit. Donc, même les bandeaux qui défilent hein, comme ça sur les chaînes d'information, tout ça. Donc, Ouais. éviter les clips, éviter les choses comme ça qui bougent trop vite trop contrasté, ça sature votre système nerveux central et votre cerveau aimerait faire autre chose à la place. Donc, le problème des montages vidéo et le problème, je dirais, du scrolling sur les écrans, Internet, tout ça. Ça se Euh, passe depuis qu'on a les téléphones intelligents et ces choses-là. Ça fait partie de nos vies, là. hmm.
Ça, je pense que ça fausse ta régénération, ta digestion, ton sommeil, tout, parce que et les chercheurs en ce moment, eux, ils en sont à parler de la couleur bleue, qui fausse ta chronobiologie, et ton corps ne voit pas arriver le coucher de soleil qui est rougeâtre. Ça, c'est un signal pour lui, pour déclencher la mélatonine. Il y a beaucoup de problèmes dans la sclérose en plaques pour la mélatonine et d'autres ailleurs. Je finis avec les écrans. Oui. Tu es en Ben, train de... non, t'es en train de... j'aimerais que tu Pardon. gardes les 2 secondes, OK? Parce que j'ai une petite question rapide. Moi, je suis plus vieux, OK? J'ai 60 ans, le passé, 62 ans. Toi, tu as une quarantaine d'années. Qu'est-ce que tu penses des jeunes qui en ont 20, 18, 19, 20? Moi, je vois ma fille, là, je regarde la télévision, puis elle regarde la TV, mais en même temps, elle regarde son téléphone, elle rouvre des pages, elle ferme des pages. Elle m'étourdit. Elle m'étourdit. Je, suis pas, je demande de cacher son cellulaire parce que je veux pas le voir. Trouves-tu que c'est dangereux pour les jeunes aujourd'hui qui sont nés là-dedans? Eux autres, c'est plus fou. Je pense que on vit une illusion où, en effet, ils font pas assez de sport. S'ils faisaient plein de sport, je te dirais, bon, ça peut compenser déjà. Mais le problème, je pense, et ce pourquoi la sclérose en plaques émerge à 25, 30, 35 ans, je pense que c'est lié, tu sais, le système nerveux, il mûrit jusqu'à tes 25 ans. C'est pas qu'il crée plus de connexion, mais si tu veux, la poussée métabolique qu'il y a depuis ta naissance, elle fait que décélérer. Et les chercheurs disent que ça s'arrête, enfin, en tout cas, ça arrête d'accélérer vers 25 ans. Donc je pense que les jeunes, comme tu dis, qui ont 15, 16, peu importe, ils ont l'illusion que c'est pas délétère, parce qu'ils ont leur poussée métabolique qui compense, en fait. Et quand ils l'auront plus, chou, ils vont s'écrouler, tu vois. C'est comme s'ils avaient des roulettes, et à 25 ans, on va leur enlever les roulettes. Et s'ils continuent de pédaler aussi vite alors qu'ils n'ont jamais appris sans les roulettes, c'est ça Puis l'idée. sans compter l'utilisation des drogues de toutes sortes, que c'est les jeunes qui les affectent, selon moi, mentalement, physiquement, pour leur Ils sont faits, santé. ils sont faits pour apprendre jusqu'à 20 ans minimum. Moi, je me rappelle, bah, mes études, c'est pas que ça m'a pas coûté, mais moi, je trouvais ça plus ou moins plaisant. Mais c'est pas, pour moi, enfin, voilà, j'ai 40 ans, donc né en 84. J'ai pas eu de téléphone portable au collège. Et au lycée, ça commençait à peine et on arrivait à peine à prendre des photos. Il y avait 4 pixels sur la photo. Donc, et puis on s'en fichait, on savait très bien où retrouver les autres. On savait où ils étaient les autres pour les Mhm. retrouver. Et ça c'est vraiment dommage et c'est peut-être notre faute à nous de ne pas leur avoir essayé d'expliquer ou parler de notre jeunesse, qu'on comprenne à quel point c'était carrément plus fun, quoi. Ben, on jouait, on avait beaucoup d'activités extérieures, on faisait plein de trucs. Puis aujourd'hui, malheureusement, avec une connexion, tout le monde a un téléphone, premièrement. Dans le temps, on était chez les parents, nos parents, ou tu sais ce que je veux dire, on restait à la maison, puis quand le téléphone sonnait, ça pouvait être ma soeur, mon père, on courait pour répondre au téléphone. Aujourd'hui, les jeunes, ils regardent le téléphone, je réponds pas à lui, clic, je rapproche. C'est de même à cette heure. Alors, Puis on a tout un téléphone, tout le monde a un téléphone ou presque, là, tu sais. Fait que c'est fou pareil, là. On n'a jamais eu autant de connexions. On a l'Internet, on a WhatsApp, on a notre ligne de téléphone, mais le monde ne répond pas. Ils veulent s'envoyer des textes 90% du temps. Ça, je ne le comprends pas. Parce qu'il n'y a pas de contact humain. Il et- n'y a pas de contact humain entre la personne. Moi, je trouve, moi, personnellement, je fais des invitations à des gens, tu sais, pour faire des podcasts avec toi, avec d'autres. Puis, ce que j'aime le plus, c'est avoir la chance d'avoir un contact humain, parler à personne. Tu sais, si je suis capable d'y parler, je vais y parler, je préfère ça. Puis, je pense que ça, c'est le fun. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que tu auras guère à convaincre ton public, hein. La plupart des gens sont là, ils ont vu que ça n'a pas donné les fruits des promesses escomptées, hein. Donc, et pour les étudiants, c'est pareil, etc. Moi, j'ai fini sur les éclairages et les écrans en guise d'introduction. Oui, Je pense que les gens ont envie de savoir qu'est-ce que j'ai trouvé de particulier concernant leur pathologie. oui, Euh, donc, quand j'appelle les centres de ressources ici et là, deux choses.
je pense, qui ne sont pas assez, qui sont trop méconnus, il me semble. C'est d'abord le taux d'ambidextre que j'ai trouvé de mon côté, et on en est rendu à plus de 7%, donc c'est pas négligeable. Euh, Ça, les chercheurs étudient, hein. Ils ont les taux de gaucher, des fois c'est des indices taux de gaucher, le taux d'ambidextre, le taux OK. de femme, etc. C'est quoi la différence entre un droitier et un gaucher? Alors, ça, c'est une question, figure-toi, qui est des plus fondamentales et qui n'est pas encore résolue. OK. Si tu veux ma version à moi, je pense Ouais. que ça a un lien avec le cœur. Je pense que ça a un lien avec le cœur parce que lorsque tu as peur, lorsque tu sidères, lorsque tu es dépassé par une situation, tu vas te protéger. Et je pense que on est latéralisé de manière à sacrifier un côté. Pour l'œil, tu as un œil directeur. Le mien, c'est le droit. Donc, quand je suis ébloui, je vais fermer l'œil gauche et tenter de laisser ouvert l'œil droit, tu vois, je vais mettre Mhm. comme ça. D'ailleurs, le nez, ça sert à bloquer les rayons lumineux pour lui. C'est OK. très intéressant. C'est ce que je pense. Euh, Tu as, je te montre juste, j'en profite, je suis devant la caméra, je te montre les plis épicantiques. Ça, c'est un signe aussi dans les maladies euh, congénitales ou autres. Je pense que c'est une protection, tu vois. Ça vient protéger sur le côté. OK. Toi aussi, tu en as un petit peu. J'ai eu très jeune, à 20 ans, j'avais des plis comme ça. Ça vient se reposer sur les paupières et ça vient fermer ton champ de vision pour éviter, justement, je pense, d'être perturbé par euh, les sentiments auxquels je pense, qui sont uniquement détectés sur cette partie-là de la vision. Donc on a des regards qui se ferment. Et ça, c'est lié à la souffrance aussi, hein. Quand tu souffres, tout ton visage, je pense qu'on peut lire la douleur des gens, la douleur chronique sur leur visage, avec leurs yeux. Il y a un vieillissement qui est plus rapide. Je me suis perdu, j'en étais... oui, pardon, la question de latéralisation. Donc tu as un œil directeur. C'est ton œil principal et l'autre, il te permet de voir en 3D si tu veux. Il est un peu plus secondaire. S'il fallait me crever un œil, ce serait le gauche. Donc, je vais me tourner à gauche. Tu veux me frapper, je vais me tourner à gauche et je vais Mhm. protéger mon œil droit pour te voir encore un petit peu. J'ai mon bras comme ça, là, c'est le plus fort, je suis droitier. Donc, je vais me protéger du gauche. Et en protégeant du gauche, je vais protéger mon cœur. Et boum, je défends, j'attaque. Je défends, j'attaque. Mon pied d'appui, il est de l'autre côté de mon bras. Donc, mon pied d'appui est à gauche et il sert à pivoter et t'envoyer des bons coups de pied. C'est ça l'idée, je pense qu'on a un réflexe. Hop. Et donc, je pense que les gauchers, il y a un truc, euh, peut-être pas de manière exhaustive, mais je pense qu'il y a un taux de gauchers parmi la population gauchère qui a été troublé par un stress, voire le stress lumineux auquel je pense, et qui a augmenté leur chance de ne pas être droitier et donc d'être gaucher. OK. Notre temps avance, là, mon ami. Fait que là, il faut que tu ailles vers les points que tu veux avancer, là. Euh, Alors, je vois il est déjà 16h50. Je ouais, vais faire un partage d'écran. Je te ouais. montre les résultats. L'animateur OK. désactivé. Tu peux activer vite fait Qu'est-ce que tu veux que je fasse? mon partage écran pour que je te montre des résultats? Ton partage d'écran. C'est moi qu'il faut que je fasse ça. Je suis pas habitué, moi, Ouais. à ça. Partage d'écran, c'est où, ça? Faut juste que tu peux activer pour que j'ai l'autorisation de le faire. OK, mais je sais pas c'est où, là, c'est ça l'affaire. Sinon, on le fait la prochaine fois, hein. Attends une seconde. Moi, tu peux le lire si tu veux, hein. Attends une seconde. Ça marche. Bon, on a cherché, on n'a pas trouvé. OK. Je te laisse continuer avec tes informations. Je vais me contenter de lire l'article où j'ai posté les résultats du sondage en question. Oui. Donc, résultat du sondage. On a eu beaucoup de femmes qui ont répondu, 90%. Il y a Dans plus la de femmes. Il y a plus de femmes malades de la sclérose en plaques que d'hommes, ça, c'est clair. 1,7 fois plus, normalement. Là, c'est un biais qui est causé par les réseaux sociaux, j'imagine. Parce Il faut que, croire que les femmes sont plus présentes sur les groupes ouais. Facebook. Oui, oui, ça, c'est sûr. Donc, il y a 50% de Françaises, enfin de Français, 43% de Canadiens et de Québécois, 5% de Belges et le reste, c'est d'autres pays.
83,5% ont un trouble de la vision. Dans la population normale, c'est 80% pour les femmes, 70% pour les hommes adultes. Ça fait un peu beaucoup pour une population relativement jeune. La moyenne d'âge se porte à 44 ans, écart type 11 ans. 55% ont une intolérance à la lumière. Ils me disent, j'ai une gêne par rapport à tel éclairage, etc., tel écran, etc. 22,7% ont un proche minimum qui présente des syndromes ou des symptômes similaires qui étaient listés dans le questionnaire. 30% ont une complication à leur naissance pendant la grossesse de leur mère, 5,6% de prématurés. Donc pour cette histoire de droitier-gaucher, on a 81,4% de droitiers, 10,8% de gauchers. Pour les gauchers, le taux est similaire à la population normale, et on a ces 7,7% d'ambidextres. Alors, il semblerait que vous ayez eu du mal à définir votre œil directeur, votre main préférentielle et votre pied d'appui. Donc, bien souvent, là, je t'ai décrit ma proprioception à moi, elle est harmonieuse. La plupart du temps, quand j'interroge les gens dans mes questionnaires, ce n'est pas le cas. La personne devrait être droitière quand elle est gauchère, son œil directeur devrait être de l'autre côté. Des fois, les gens ne savent même pas me dire quel est leur pied d'appui. Donc, il y a comme une ambilarité. Tu OK. m'entends, Gilles? Ouais, Oui, je c'est t'entends. c'est juste pour avoir un retour. Mhm. Du coup, je mettrai l'article sous ta vidéo où les gens pourront regarder les différents types de configurations. Là, tu parles Euh, pas du résultat du sondage, là. Parce oui, que je te ça, mettrai le lien. tu l'as mis sur ma page à moi, puis je l'ai déjà activé. Je l'ai déjà Ça mis. marche. Super. Et on a vu qu'il y avait plus d'un tiers des gens qui avaient, si tu veux, ils ont le pied d'appui du même côté que leur main préférentielle. Et ils sont comme monodirectionnels. Et ça peut s'expliquer. Je l'explique un peu plus en détail dans l'autre entretien que j'ai fait avec Loris. Mhm. Je finis avec cette histoire de surdouance. Tu te rappelles, on avait parlé de la surdouance et de l'autisme. Mhm. 8,7% m'ont répondu qu'ils avaient déjà un diagnostic au potentiel intellectuel. 12,8% m'ont dit qu'ils avaient déjà songé à cette hypothèse. Des fois, c'est la neuropsy qui leur dit ce serait bien de passer votre test. Des fois, c'est leurs enfants qui ont été diagnostiqués et on leur dit vous devriez passer le test vous aussi. Et la personne ne l'a pas fait. Euh, 39% ne sont pas concernés et 39% ne se sont jamais posé la question. Ils ont hésité quand ils ont lu la question. Pour leurs proches, 13,4% ont un proche avec un diagnostic de surdouance. 10,3% pensent que ça pourrait être le cas d'un proche. 50% pensent que ce n'est pas le cas et 26% ne se sont jamais posé la question. Pareil, ils ont hésité. Pour l'autisme, 0,5% ont un diagnostic. L'autisme, c'est 1% de la population et la moitié sont non-verbaux, donc on va dire 0,5. On a 1% qui ont leur diagnostic en cours et on a 8,7% qui déclarent, pardon, qui pensent avoir des traits autistiques. Intéressant. Euh, 73% ne sont pas concernés, 16% ne sont jamais posé la question. Et pour leurs proches, c'est très intéressant, 7,7%. Donc on parle des gens qui ont un diagnostic de sclérose en plaques. Pour leurs proches, 7,7% ont un proche avec un diagnostic TSA, autisme. 6,2% pensent que cela se pourrait parce qu'il y a une suspicion, un diagnostic en cours. 77,3% n'ont pas de proches concernés et 8,8% ne sont jamais posé la question. J'avais posé une question, souffrez-vous davantage en automne et en hiver? Et apparemment, pour la sclérose en plaques, c'est plutôt l'été. Mais de manière générale, c'est les températures extrêmes, hein. Vous préférez l'automne, voire le printemps, de ce que j'ai compris. Ça OK. corrobore mon modèle. Ouais. C'est sûr que la chaleur, c'est pas l'ami de la sclérose, ça, c'est sûr. C'est encore un truc qui te sature. Et t'es déjà au bout du bout. Donc, voilà. En fait, c'est des couches de stress prolongées. Si moi, j'ai fait une percée, c'est de dire, on a dans ces strates une grosse couche qui est liée au stress lumineux et le fait d'aller sur les sites internet. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu es handicapé? Je l'ai vécu. Tu passes beaucoup de temps sur les écrans. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un cercle vicieux? C'est la question que je pose. Mhm. Voilà, on en est rendu. Tu crois que les écrans affectent les gens à leur maladie? Les écrans, à chaque fois qu'il y a le changement de plan
avec les personnages, je t'ai dit, la caméra change de plan, paf, c'est l'autre personnage qui Ouais. passe. Il y a une partie de toi qui fait Puis quand tu écoutes des trailers où ce qui utilise justement beaucoup l'effet réaction, Ah, encore pire. Là, c'est ta 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 ta. Je te montre un dernier truc. ouais, J'ai un détecteur qui détecte le bruit lumineux. Je te sors une ampoule, celle-ci, elle est pas connectée à EDF, hein, il y a juste une batterie dedans. Il y a des OK, LED. OK, Si je la mets pleine puissance, ça va, on n'entend rien. Ça traduit en son le bruit électrique, bruit OK. lumineux. Ça. Par contre, il y a un piège. Si je mets le mode atténuation sur les premiers boutons, tu entends? Tu entends? Oui, le TD. Ça, ce son-là, c'est le bruit électrique qui est transformé en bruit lumineux par l'ampoule et qui est ensuite transformé en bruit par cet appareil-là. Quand je monte cet appareil-là aux lampes, filaments, LED, etc., il fait plus ou moins de bruit selon la qualité de la LED, selon l'électronique qu'il y a derrière, etc. Et pour le courant 50-60 Hz, j'entends un bourdonnement. Bzzz, plus ou moins fort selon la puissance et la qualité de la lampe. C'est Voilà fou. pour la... C'est fou tout ce qu'il y a à voir et à analyser au niveau de tous les trucs qu'on a dans la vie. La lumière, comme tu dis, c'est quelque chose, tu sais, les écrans, les télévisions, tu sais, Il y a un scandale sanitaire, voire économique, hein, parce que finalement, c'est quoi l'histoire? C'est je débarque, Gilles, je te dis bonjour, vous voulez éclairer votre maison le soir? Et tu me dis ouais, génial l'idée. Et en fait, avec la LED, pardon, avec la LED, en fait, je te vends du vent, parce qu'en fait, j'éclaire ta maison une fois sur deux, mais tu peux pas le voir. C'est-à-dire, c'est trop court le moment où c'est bon, obscur, il n'y a ouais. pas de courant, tu peux pas le voir. Et donc, tu me dis parfait. Et je te dis, hey, en plus, ça coûte moins cher, vous allez faire des économies. Et est-ce que tu connais un physicien en photonique qui va t'expliquer? Et même la plupart des physiciens en photonique, c'est pas leur truc, hein, eux. Ils construisent pas forcément des ampoules, ils font des lasers, ils font des miroirs, ils font des détecteurs. Je veux dire, moi, j'avais jamais entendu parler de cette problématique avant dans mes études ou pas. Eh bien, sur toutes ces belles informations-là, j'espère que ça allait aider des gens à comprendre un peu, le test en partant. Il y en a qui l'ont fait que ça va être le fun qu'ils puissent voir ce que tu en dis, les résultats. Et puis, on te remercie de ta collaboration, puis de tes explications et de tes recherches. Et c'est moi qui te remercie, Gilles. Merci beaucoup. Je souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Alors, j'espère que ça vous a plu cet entretien avec Guillaume Brun. Alors, beaucoup d'informations techniques, faut écouter. Puis en plus, il donne les résultats d'une recherche qu'on avait partagée pour les gens. Fait que donc, si vous avez aimé, faites un petit pouce en l'air. Si vous avez des commentaires, des questions, écrivez-les. Ça va nous faire plaisir. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous tous. Merci.